On est très content d'être ici pour venir vous faire cette présentation. Merci d'être venu. Donc nous, on est là pour vous présenter la programmation online chez Ubisoft, plus particulièrement dans notre studio mobile. On va commencer par un petit disclaimer de choses dont on ne va pas parler. On ne va pas parler de code, parce qu'on va vous présenter le métier de manière générale. On ne va pas parler de projets non annoncés, déjà parce qu'on n'a pas le droit. Et qu'on est au studio mobile, en plus on est au HD, je pense que le plus de questions ce serait sur le HD. On va pas parler de lootbox non plus, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient en parler. Et on va pas parler de Diablo Immortal. On sait que vous avez des téléphones. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Simon Olivier. J'ai 7 ans d'expérience dans le métier, donc pas du jeu vidéo, mais du métier online. J'ai fait l'Epitech. C'est fait. J'ai fait l'Epitech en alternance. Donc, j'ai d'abord travaillé pour une entreprise qui s'appelle Arion France, qui fait des progiciels de gestion de patrimoine immobilier. Ensuite, SoftBank Robotics, qui ont fait des robots qui s'appellent Nao et Pepper. Et je suis depuis août à Ubisoft Paris Mobile en tant que senior online programmeur. Ok, pardon. Faut que je parle dans le micro, désolé. Juste ce qu'il faut retenir de ça, c'est que en fait, Ubisoft Paris Mobile, c'est ma première expérience dans le jeu vidéo. Moi, du coup, je suis programmeur online junior. J'ai fait 42. Après, je suis passé chez 55 pour mon alternance, une boîte de gestion de données. Et j'ai rejoint Ubisoft il y a 1 an et demi maintenant. Ok, donc le plan, donc d'abord on va vous parler de Ubisoft Group, donc ce que fait l'entreprise en général. Ensuite de Ubisoft Paris Mobile, ce qui est notre studio, donc, dans lequel nous travaillons Thomas et moi. Enfin, on fera un focus sur la programmation online, qu'est-ce qu'est notre métier. Et enfin, on va vous parler un peu de recrutement. Mais d'abord, une petite vidéo d'introduction sur Ubisoft. On va maintenant vous donner quelques chiffres sur le groupe Ubisoft en général. Donc pour sa date de création, c'est écrit en 1986 à Carentoire, donc dans le Morbihan. Aujourd'hui, Ubisoft emploie plus de 14 000 personnes et possède plus de 12 licences à succès, c'est-à-dire qui ont dépassé le million d'unités vendues. Ubisoft, c'est le premier éditeur de jeux vidéo français et le 3e éditeur de jeux vidéo mondial après Electronic Arts et Activision Blizzard. Ubisoft a réussi le premier et le 3e meilleur lancement de nouvelles franchises avec The Division et Watch Dogs. Et en 2017, petite stat un petit peu rigolote, les joueurs ont passé plus de 410 000 années dans nos mondes.
Ubisoft, ça dépasse beaucoup le cadre du jeu vidéo, parce qu'en fait, au-delà de ce média-là, Ubisoft produit des bandes dessinées, des films avec Assassin's Creed, qui est sorti il y a quelques années, et on a annoncé la sortie de Just Dance. On fait aussi des jeux de société, des escape games, des expositions des figurines. Tout ça fait d'Ubisoft un acteur incontournable du monde du divertissement. Au niveau de la présence d'Ubisoft dans le monde, donc le headquarter est à Paris, mais on a des bureaux un peu partout, sur quasiment tous les continents, dans exactement 30 pays, ce qui permet à l'entreprise de distribuer ses jeux dans plus de 50 pays. En bleu, donc, ce sont les différents studios, et on a le plus gros studio qui est situé à Montréal. Pour les studios mobiles, vous en retrouvez aussi un peu partout dans le monde, notamment à Montreuil, donc là où Thomas et moi travaillons. Et sinon, un peu partout, enfin, dans d'autres pays comme l'Espagne, la Finlande, l'Angleterre. Quelques chiffres sur le mobile en particulier. Euh, je sais que les chiffres, c'est pas hyper sexy, on va passer vite dessus, mais c'est marrant de voir que sur l'ensemble des gamers, il y a 61%, donc plus de la majorité, qui jouent aussi sur leur téléphone. On a une moyenne de jeu qui a 3h30 par joueur, donc c'est pas juste 5 minutes pendant la pause. Et la moyenne d'âge de ces joueurs, c'est 33 ans et demi, donc ça couvre l'ensemble des joueurs. Le marché du mobile, c'est un marché qui est, euh, qui a une grande ampleur en fait. On a 43 milliards de téléchargements d'applications de jeux vidéo, avec une hausse constante sur les 2 dernières années, environ plus 6 milliards, et 47 milliards de revenus sur l'ensemble de ces downloads, qui sont constants aussi, mais surtout ils sont exponentiels en fait. On a doublé enfin, la quantité de revenus en 2 ans. Les petits chiffres que vous voyez en bas là, c'est l'ARPT, c'est le terme qui désigne le revenu moyen par téléchargement. Il a doublé aussi en 2 ans, ce qui est logique par rapport au graphe qui ne fonctionne pas d'ailleurs. Ce qui est logique par rapport au graphe. Mais ça veut surtout dire que les joueurs ont de moins en moins de problèmes. Ils sont prêts à mettre plus d'argent dans un jeu, à s'investir et à investir du vrai argent dans les jeux mobiles. Alors là, vous avez le top 10 des éditeurs par nombre de téléchargements. Ce qui est intéressant de retenir, c'est on a Supercell en premier. Je pense que vous connaissez. C'est Clash of Clans et Clash Royale. On a quelques acteurs du HD aussi. Ubisoft, Activision et EA. Et on a d'autres éditeurs qui sont mobile only. Ça, ce sont les chiffres qu'on a en 2017. En 2018, c'est pas du tout les mêmes. Pour vous montrer à quel point c'est compétitif, toutes les places ont changé. Le top 10 par revenu, pareil, c'est pas du tout le même schéma. Supercell reste premier quand même, parce qu'ils sont les meilleurs jeux, ceux qui marchent le mieux. Mais en éditeur HD, on retrouve que Activision, il y a Bandai Namco qui arrive, et Sony. Tous les autres sont que des mobiles. Et ce qu'il faut noter, c'est que le nombre de téléchargements n'implique pas forcément le plus grand nombre de revenus. Ça, c'est le top 10 des apps téléchargées. Il y a 3 trucs intéressants. Le premier, c'est que le numéro 1, c'est Sony qui le développe, c'est pas Supercell. Le numéro 2, c'est la présence de Pokémon Go. C'est en 2018. Pokémon Go, il sort en 2016. On a tous vu nos amis, nos voisins, des gens dans la rue qu'on ne connaissait pas jouer à Pokémon Go dans la rue en 2016 quand c'est sorti. Pour vous donner une idée, c'est entre 5 et 7 millions d'euros par jour de revenus Pokémon Go à sa sortie. Aujourd'hui, on en voit moins. Alors un peu plus avec la sortie de Let's Go sur Switch, mais il y a 3 mois, on voyait moins les gens quand même dans la rue. On connaît moins de gens qui jouent à Pokémon Go et ils se font toujours entre 1 et 2 millions d'euros par jour. C'est pour ça sa présence dans le top 10. Et l'autre truc, c'est Clash of Clans et Clash Royale qui sont là tous les deux. Clash of Clans est sorti en 2012 et il est toujours dans le top 10, comme tous les ans. Et d'ailleurs, si vous voulez vérifier sur vos téléphones, sur l'App Store, il est dans le top 20, je crois, des apps featured. Et sur Google Play, il est dans le top 50, un truc comme ça. Et ces apps qui sont featurées par iOS, enfin par Apple et Google, ça change tous les jeudis. Toutes les semaines, ça change. Et eux, ils sont toujours là depuis 5 ans.
On va maintenant vous parler d'Ubisoft Paris Mobile, donc le studio pour lequel nous travaillons. Un peu d'histoire, donc le studio a été créé en 2013, donc il fait exclusivement des jeux mobiles et il emploie aujourd'hui environ 80 personnes. Donc, je vais maintenant vous faire une rétrospective de tous les jeux qu'a sorti le studio. Donc on commence en décembre 2013 avec Assassin's Creed Pirates. Donc c'était un jeu de bataille navale qui reprenait le gameplay de Black Flag, une partie du gameplay. Ensuite, on a Chubby King's Penguins, qui est un party game, qui est sorti en août 2014. Après ça, on enchaîne avec Driver Speedboat Paradise, qui est un jeu de course de bateau basé sur la licence Driver, donc qui était un jeu qui est sorti sur PlayStation, si je ne m'abuse. Donc ça, c'était en avril 2015. En 2016, on sort un runner sur les Schtroumpfs. En février 2016, le studio sort un portage du tout premier Rayman de 1995 sur iOS et Android. Et en février 2017, City of Love Paris, qui est un jeu de romance interactive. Aujourd'hui, on travaille, Thomas et moi, sur Mighty Quest. Donc c'est un jeu qui n'est pas encore sorti. On n'a pas annoncé la date de sortie de ce jeu-là. Mais c'est un jeu dont on peut vous parler parce qu'il est actuellement en soft launch. C'est-à-dire qu'il est sorti au Canada et en Australie. On va revenir un peu plus tard sur ce qu'est la notion de soft launch. Donc Mighty Quest, c'est un jeu qui est basé sur la franchise Mighty Quest for Epic Loot. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui est sorti sur PC en 2013. Donc c'est un action RPG dans un univers médiéval fantastique avec une DA cartoon. Donc l'objectif, c'est de parcourir les donjons pour trouver le meilleur loot. Il y a d'autres jeux dont je ne vous ai pas parlé, qui sont les jeux Ketchup. Donc Ubisoft a racheté ce studio-là il y a quelques années, je sais pas si c'était il y a 1 an ou 2 ans. Mais on a une track Ketchup au sein du studio. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'en fait, Ketchup, ce sont des jeux qui... donc c'est de l'hyper casual pour le type de jeu. Et c'est des jeux qui ne nécessitent aucun serveur, donc pas d'online du tout. Donc c'est pas trop le sujet de cette conf aujourd'hui. Pour vous présenter un peu comment est composée une équipe dans un jeu vidéo, on a du coup l'équipe de producing qui est souvent composée de 2 personnes, le producteur et son assistant, qui vont gérer les autres équipes en s'assurant que tout le travail autour du jeu reste cohérent. On va avoir la direction technique avec les développeurs, du coup les gameplay programmeurs qui vont s'occuper des règles du jeu, des intelligences artificielles, de l'intégration de l'interface dans le jeu, les prog 3D qui vont intégrer les personnages, les environnements que leur donnent les artistes dans le jeu, les prog outils qui vont développer des outils pour les autres corps de métier pour faciliter leur travail, et nous, les prog online, qui vont du coup s'occuper du dev server et du dynamisme du jeu constant pendant le soft launch et le live. Après, du coup, on aura les artistes, donc artistes 2D, 3D qui vont s'occuper de créer les concepts et les personnages, l'animateur 3D qui va leur donner vie, l'artiste FX qui va s'occuper de rendre tout ça joli, attrayant, et artiste UI UX qui va faire l'interface du jeu et s'assurer que ce soit compréhensible par le joueur, qu'il n'y ait pas trop de difficultés. Quality check avec des testeurs qui vont tester en continu pour nous remonter tous les bugs et qui vont s'assurer de la compatibilité avec tous les téléphones sur lesquels le jeu va sortir. Et les métiers transverses avec la localisation, donc s'assurer que le jeu sorte dans le plus de langages possible. Le community development qui va gérer les joueurs. Marketing, les assets pour les réseaux sociaux, l'achat de joueurs via la pub et c'est tout, je crois. Et les live ops. Les live operations, c'est tout ce qui va être le jeu une fois sorti, en soft launch ou dans le monde, et s'assurer que le joueur ne soit pas, que le jeu ne soit pas trop répétitif, qu'il y ait des nouveaux événements, tout ça. Et on va maintenant vous parler du cycle de production. Donc, comme vous pouvez le voir, il est constitué de 7 étapes. Donc d'abord, la première étape, c'est l'idée. Donc de qui vient l'idée, comment on décide de lancer tel ou tel projet. En fait, ça peut venir de plusieurs personnes. Donc d'abord du directeur créatif.
Ensuite, ça peut provenir de la volonté de l'équipe. Ça a été le cas pour Mighty Quest, donc le jeu sur lequel on travaille. Et enfin, du siège, qui lui peut déceler une opportunité liée au marché, ou avoir l'envie de lancer ou relancer une licence HD. Ensuite, on a la partie prototypage. Donc là, l'objectif, c'est de montrer la promesse du jeu. Donc on va développer le core gameplay, mais on peut avoir recours à des mock-ups pour tout le reste et pas développer des choses superflues. Ensuite, on a l'alpha et la bêta. Donc elles ont toutes les deux des objectifs différents, mais elles proviennent surtout du cycle de développement HD. Donc c'est un peu moins vrai pour le mobile. On passe pas forcément par toutes ces phases-là, parce que justement on a le soft launch que je vais vous décrire après. Donc une alpha, qu'est-ce que c'est? Donc c'est soit feature complete, ça veut dire qu'on a vraiment toutes les fonctionnalités du jeu, ou juste une vertical slice. Une vertical slice, ça va être, par exemple, sur un jeu à plusieurs niveaux, on va développer tout le gameplay et tout le premier niveau, mais on ne va pas avoir le reste du contenu. Donc à quoi ça sert une alpha? Ça sert à montrer, avoir des premiers retours sur des joueurs. Donc soit là, on va organiser des playtests, donc faire venir des joueurs pour récupérer leurs retours, sinon on va partager le jeu à la famille et aux amis. Ensuite, on a la bêta, qui est du coup pour faire du bug fix. Donc à ce stade-là, le jeu est terminé. On a tout toutes les features qui sont là, mais on a besoin de tester un certain nombre de choses, notamment pour la partie online. Ça peut être tout ce qui est test de charge, grandeur nature. Donc c'est pour ça qu'on fait des bêtas fermées où on va des bêtas ouvertes, pardon, on va faire venir des joueurs qui ont suscité de l'intérêt pour le jeu. Mais ces étapes-là, donc par exemple pour l'alpha, sur du HD, ça va être 10 mois avant la release du jeu, et pour une bêta, ça va être 2 à 3 mois avant. En mobile, on est sur des cycles beaucoup plus courts, parce que justement, on a cette nouvelle partie qui est le soft launch. Donc le soft launch, qu'est-ce que c'est? C'est donc la volonté de sortir le jeu, mais devant une population vraiment choisie. Et aujourd'hui, les stores nous permettent de faire ça. On peut choisir dans quel pays on va vouloir distribuer le jeu. Donc c'est ce qu'on a fait pour Mighty Quest. On distribue le jeu en Australie et au Canada. Et donc l'objectif, c'est de tester la performance du jeu. Donc à ce stade-là, le jeu, on a ce qu'on appelle le MVP, donc le Minimum Viable Product. Et donc on a la plupart du contenu du jeu. On a déjà fixé les bugs en alpha et en bêta surtout. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est tester la manière dont les gens utilisent le jeu, donc la rétention et la manière dont le jeu performe en général, donc tout ce qui est monétisation. Donc pour ça, on va mettre en place du tracking. On va vraiment avoir des informations sur l'usage du jeu qui sont remontées dans le jeu, qu'on va analyser et qu'on va transformer, qu'on va regarder. Et on a aussi recours au community management pour savoir ce que nous disent les joueurs sur notre jeu en dehors du jeu. Donc l'objectif, c'est d'itérer, c'est d'améliorer. Donc on va tweaker un petit peu le design, le gameplay, la progression du joueur, l'économie, etc., etc. On a aussi donc recours au marketing pour cibler les types de joueurs qui sont la cible de notre jeu et pour leur donner envie d'acheter, de jouer au jeu du coup. Ensuite, on a le Worldwide Launch. Donc à ce stade-là, on est satisfait des KPI de notre jeu et on est prêt à le lancer mondialement. Donc là, c'est vraiment la partie marketing où le but, c'est vraiment de promouvoir le jeu pour faire venir de plus en plus de joueurs dessus. Et enfin, donc le live. Donc là, le but, c'est vraiment de dynamiser le contenu du jeu, de faire en sorte que chaque jour, les joueurs aient une expérience différente sur le jeu. Et à ce stade-là, on continue aussi de faire du community management pour toujours écouter ce que dit la communauté du jeu. Et on peut se permettre d'amener de nouvelles features qui plaisent à la communauté ou qui nous semblent être légitimes pour le jeu. Donc on va maintenant parler de notre métier, la programmation online, et on va commencer par une petite vidéo. The main purpose working as an online programmer is to provide connectivity where people can connect with each other and have an experience which is never ending. The online gimmick is, the shared world illusion, making it believable that, 2 people, 3 people, and players are basically experiencing the same thing at roughly the same time. You have to build systems that do not just work for 1 player or 5 or 10, but for hundreds of thousands, millions even. A lot of it is
simple to describe, but there's hidden complexities for even the trivial things. We deal with heavy architectures made of multiple components which interact with each other. We are responsible for creating stable and reliable services which have huge impact on the quality of the game. I'm responsible for the development and the maintenance of online services which touch Rainbow Six Siege. Services like matchmaking, like skill rating and skill ranking, the online store. Moi, je suis plus spécialisée sur l'aspect social des choses. Un joueur, il joue son expérience, mais il a quand même une connaissance de la communauté. Il sait qu'il n'est pas tout seul. So an online programmer has to be transversal, but definitely with expertise in different areas, whether it's networking, security, server, but you need to know a lot of programming languages to be able to work transversally. On travaille dans le moteur du jeu qui est souvent en C++, mais on a aussi une partie de nos features, une partie du gameplay en fait du jeu qui peuvent être codés en Python, en Node.js, donc c'est vraiment transversal. You get a chance to work with game designers, gameplay programmers to understand the online needs of the game. And once you understand what is needed, you start working on designing the network flows and the architecture. C'est vraiment une symbiose entre ce que les designers vont penser, les idées qu'ils vont avoir, et en même temps le côté technique que moi j'apporte pour essayer de faire en sorte qu'avec des légers tweaks, on va rendre une feature sociale, fun et puis réalisable. A lot of challenging comes from the complex network environment. There are always unexpected things and things that are out of reach. We do all this testing on the game, but when it comes out, within the first couple of days, consumers have tested the game. They've run through the code base more than we have in years during development. It's a reward to see when things are working, when you are through that phase. Having passed those experiences, learning all these things gives you the pleasure of getting where you are at. You can come from the financial world, for example, and you would of course be dealing with extremely complex online services. I think that our distinguishing factors is that the online services that we develop are just plain more fun. Working at Ubisoft gives you an opportunity to work on big IP games where you can have a lot of traffic. And that's the part that is a dream for an online programmer. Being able to connect with players, from the technical side of things, it's exhilarating and it's interesting. Voilà. Alors, ça c'était l'online programming dans le HD, mais au mobile c'est un peu pareil. On va avoir beaucoup d'interactions avec les autres équipes. C'est un des trucs principaux en fait du métier, c'est qu'on va devoir beaucoup parler avec les programmeurs gameplay pour leur proposer des points d'entrée dans notre API pour savoir ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, il va falloir demander aux game designers qui vont décider des règles du jeu. On va beaucoup travailler avec le ComDev et les LiveOps pour être toujours au fait de ce que veulent les joueurs, pour les aider à mieux gérer les données proposées aux joueurs. On va aussi bosser du coup avec l'équipe de producing qui gère notamment la localisation, par exemple. Donc si la localisation est online, il faut qu'on puisse proposer un outil ou un moyen de toujours mettre plus de données dans le jeu via nos serveurs. Ok, alors pour juste un petit peu casser les idées reçues, être programmeur online, c'est pas forcément bosser sur des jeux multijoueurs. En général, on appelle plutôt ça la programmation réseau chez nous. Quand on est programmeur online, on peut travailler en fait soit sur les fonctionnalités qui ne concernent pas le multijoueur, soit sur les fonctionnalités qui concernent le multijoueur. Donc on va d'abord commencer par parler des fonctionnalités qui ne concernent pas la partie multijoueur. Merci. Alors le but de ce type de serveur-là, c'est de supporter le modèle économique du jeu. Le modèle économique qui marche le mieux sur le mobile aujourd'hui, c'est le modèle du freemium. Et pour qu'un jeu freemium marche, il faut que ce soit dynamique, il faut que ça bouge. On appelle ça le game as a service ou encore les live games.
Donc l'idée de ce type de serveur, c'est de permettre aux gens d'avoir un contenu dynamique quand ils jouent au jeu. Donc on veut que chaque joueur, tous les jours, ait une expérience un petit peu différente lorsqu'il ouvre son jeu et qu'il commence une partie. Ouais. Du coup, sur Mighty, on a implémenté tout un système d'événements qui va changer tous les jours et qui peut être lié, par exemple, à une période de l'année du type Halloween ou Noël. Ça, je pense que vous avez dû déjà voir ça dans d'autres jeux aussi. Une autre partie qui est prise en charge par ces serveurs-là, qui est vraiment très très importante dans le soft launch, c'est le fait de pouvoir modifier les règles du jeu côté serveur. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le soft launch, ça sert à tester la performance du jeu. Et du coup, ce qu'on va faire, ce que les game designers vont faire, c'est tweaker un petit peu le jeu pour plaire aux joueurs. Ce que vous pouvez voir, les petites vidéos sur la gauche, c'est donc une petite vidéo qui provient de Mighty Quest. Dans ce jeu-là, les joueurs incarnent un looter qui possède un équipement. Et chaque équipement peut augmenter de niveau. Et en fait, le jeu n'a aucune connaissance de ce que va être le contenu du niveau suivant, aussi bien en termes de statistiques que de look. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va changer de niveau, le jeu va faire une requête au serveur pour aller demander ces informations-là. Après, on est aussi sur des fonctionnalités qui sont à elles un peu plus évidentes. Ça va être tout ce qui est fonctionnalité sociale, comme justement des chats, des guildes, donc permettre à plusieurs joueurs de se regrouper pour avoir des objectifs communs. Il y a aussi des leaderboards pour tout ce qui est événements rankés. On a aussi une messagerie qui permet aux équipes live de communiquer directement avec les joueurs. Ouais, juste sur le style d'architecture. Sur le style d'architecture, ce qu'on utilise chez nous, ce sont des API REST, parce qu'en fait, c'est un style d'architecture qui permet la manipulation de données et que c'est vraiment très très efficace pour faire ce dont on a besoin de faire côté serveur. Ensuite, on va parler du coup de jeux multijoueurs. Donc là, les problématiques sont un peu différentes. Donc le but, c'est de créer et de maintenir une communication entre plusieurs joueurs. Donc d'abord, la première étape, c'est le matchmaking. Donc être sûr de créer des algorithmes pour trouver le meilleur profil qui va permettre de faire des parties intéressantes entre joueurs. Alors ça peut ou ça peut ne pas être le cas, parce que dans beaucoup de jeux, on aime bien jouer avec nos amis, et parfois, le jeu va juste dire au serveur je veux jouer avec telle personne, et le matchmaking est déjà fait. Donc comment ça marche? En fait, c'est la création de rooms, donc de salles virtuelles qui vont contenir les informations de partie. Les problématiques, ça va bien entendu être tout ce qui est synchronisation. Donc le but, c'est quand on est à plusieurs personnes à jouer sur des devices différents, qu'on a à peu près tous la même expérience et qu'on a l'impression de vivre les mêmes choses en même temps. Il peut y avoir du contenu spécifique qui est généré côté serveur. C'est le cas par exemple pour Fortnite, où vous allez, même si la map va être la même d'une partie à l'autre, une partie du contenu va être spécifique à votre partie. Par exemple, l'emplacement des coffres et le contenu des coffres. Donc ces rooms peuvent être éphémères ou non. Donc dans Fortnite, une fois que la partie est terminée, le serveur va détruire l'instance, mais ça peut ne pas être le cas, comme sur Rise of Civilization, qui est un jeu mobile où on construit sa ville, et on va se mettre à côté d'autres joueurs pour former une guilde. Et même quand tous les joueurs atteignent la partie, quand le lendemain on y retourne, on est toujours au même endroit avec toujours les mêmes joueurs. On travaille aussi sur donc des outils internes. Donc l'objectif, c'est de permettre, donc pour les outils LiveOps, de permettre aux équipes live de faire leur travail plus efficacement. Une fois de plus, eux, leur préoccupation, c'est de rendre le contenu du jeu dynamique et d'offrir une bonne expérience aux joueurs. Et donc pour ça, nous, on va leur fournir des outils qui sont en général des front-ends et des back-ends, donc des sites web qui vont leur permettre d'administrer le contenu du jeu facilement et de le planifier. Donc par exemple, on va leur permettre de créer à l'avance les événements pour tout ce qui va être Halloween, Noël, etc. etc. La deuxième partie, c'est le community management. Donc ces équipes-là communiquent aussi avec les joueurs, et notre but, c'est nous de leur fournir des canaux de communication directs, donc dans le jeu immédiatement, soit pour envoyer des messages ou même envoyer des récompenses aux joueurs.
Ensuite, les autres types d'outils qu'on produit, c'est cette fois à destination des game designers. Donc, toujours pour revenir en fait de changer les données en live du jeu. Donc, l'objectif cette fois, c'est de leur permettre de justement modifier un petit peu tous les rouages, les mécanismes, les règles du jeu sur les jeux qui sont actuellement en production, enfin pas en production, qui sont live plutôt. L'objectif, c'est que les joueurs n'aient pas besoin de réinstaller une nouvelle version du jeu pour avoir ces règles du jeu qui sont modifiées. Donc nous, les enjeux côté online, c'est que évidemment, ça comporte énormément de risques. Donc nous, on doit développer vraiment tout un système de validation des données parce qu'on ne veut surtout pas casser le jeu parce qu'on essaie de changer son contenu. Bien sûr, on a aussi tout un tas de procédures pour ça, avec des environnements de test, on implique le QC et on vérifie avant que tout est OK. Et là, pareil, au niveau de l'architecture, on leur fournit des sites web pour leur permettre d'aller plus vite dans leur travail. Être programmeur online dans le jeu vidéo, c'est pas s'abstraire de tout ce qui est bonne pratique et architecture qui sont mises en place dans les autres métiers. Quand on travaille sur un jeu, on a vraiment envie que ça marche. Et quand un jeu marche, côté online, ça veut dire beaucoup de trafic. Donc nos préoccupations, c'est évidemment tout ce qui est high availability. Donc faire en sorte de ne pas avoir de downtime imprévu. Et pour ça, on a recours à évidemment du load balancing, des clusters, du load balancing donc pour distribuer la charge, des clusters pour être résilient aux fautes. Et nous, on fait beaucoup de tests en amont aussi. On a aussi après tout ce qui est détection d'erreurs où on met en place une stratégie de log, du monitoring et de l'alerting pour pouvoir être au courant de quand il y a des problèmes sur le jeu. Donc monitoring, ça va être tout ce qui est système. En fait, c'est assez classique pour le coup. C'est vraiment système et code d'erreur. Et toutes ces étapes-là, c'est pas forcément important pendant tout le processus de développement. Par contre, c'est vraiment un must-have avant de passer sur le worldwide. Voilà, donc on fait du dev online, on s'occupe de développer les serveurs, on s'occupe de beaucoup d'outils aussi. Mais entre les deux, on va aussi être impliqué dans le développement du client du jeu, donc dans le développement gameplay. Parce que, par exemple, si on propose un outil de gestion de données, un outil de validation de ces données, il faut s'assurer que côté client, comme sur le serveur, ces données sont toujours bonnes, qu'il n'y ait pas d'erreur dedans. Donc on va les valider aussi côté client pour que, en cas d'erreur, il n'y ait pas de crash du jeu. Et si on propose un outil d'ajout de données, de modification d'événements, de système d'énergie ou autre, on va aussi coder la feature côté client pour qu'elle soit compatible avec ce qu'on fait sur le serveur. Donc un petit mot sur les technologies. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont nombreuses. Donc parmi ce que vous pouvez voir, on recense 4 langages de programmation, 3 bases de données. Il y a du cloud, de la virtualisation. Et du coup, c'est pour ça que la doctrine de l'école 42 nous plaît beaucoup. Ne pas se focaliser sur une technologie, mais toucher à tout et faire de la veille sur les nouvelles technologies. C'est quelque chose qui, comme vous pouvez le voir, nous concerne beaucoup. Et du coup, ça va pas être très long, mais on voulait vous toucher 2 mots sur le recrutement quand même, pour dire que nous, chez Paris Mobile, au studio Paris Mobile, pardon, on cherche des progs, et on en cherche un peu partout, online aussi. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à postuler. Pour postuler, c'est assez simple. On recrute en stage d'abord, principalement, avec priorité au stage de fin d'études. Pour info, vous avez les gratifications aussi là, en stage de fin d'études. Voilà. C'est pas moche, ça fait plaisir. Et puis, surtout, ce qui est intéressant chez Ubisoft, et particulièrement au studio mobile, c'est que si vous faites votre stage de fin d'études chez nous, que ça vous plaît, que vous travaillez bien, que vous êtes content, tout ça,
il y a il y a une grande possibilité, il y a de grandes chances de déboucher sur un travail après, toujours dans notre studio. On n'a pas de calendrier de recrutement particulier, donc il ne faut pas hésiter à postuler, à se présenter. C'est pas parce que c'est du jeu vidéo que c'est très fermé, surtout online. Ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que il y a beaucoup de similitudes avec le développement web, même si c'est pas très apprécié chez tout le monde. On est dans le jeu vidéo, mais on est ouvert. N'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à venir chez nous. Si vous avez des questions. Merci.